Donc, un gros merci à Éloi pour le quiz. On s'en va au Un vert ou revenant. rouge. Oui, Cam un Talbot, revenant. Andrew. deuxième indice. Cam Talbot, wow. Tabarouette. Wow, wow, Mais il wow. y a toujours un stress en moins hein, quand on n'est pas dans le quiz. On dirait qu'on réfléchit mieux aussi. Ça nous aide C'est vrai. habituellement. Segment vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert, vous êtes en accord. Rouge, en désaccord. Et vous répondez par la suite pourquoi. On a des égalités dans tous les choix, sauf un dans mon équipe, donc un favori. Donc, commençons par celui qui touche le Canadien. Cole Caulfield marquera au moins 41 buts en 24-25. Donc, il en a déjà 4 en 4 matchs. Hugo. Moi, j'y crois. J'y crois à 40 buts pour Cole Caulfield pour la raison que Marc a évoquée dans le grand club. Si on est capable de mettre de l'avant sa signature et de le faire fructuer en avantage numérique, il va être capable d'atteindre cette cible-là, je crois, parce que l'avantage d'un tireur comme Cole Caulfield, c'est même si on est petit, même si on est capable de le tasser, son tir est redoutable, son tir est élite, et même pour les meilleurs gardiens de but, si le temps pour décocher est rapide, c'est extrêmement difficile à arrêter. En plus, Cole Caulfield a des bonnes mains, un bon IQ au hockey. Donc, selon moi, c'est vraiment réalisable. Marc-Antoine. Ben, je vais renchérir. Moi, j'ai dit rouge, mais je vais renchérir un peu ce que Hugo disait. Le power play en ce moment est parfait. Donc, Dak joue sur ce qu'on appelle le half-wall, donc un droitier du côté de la bande droite. Donc, ça peut taguer ce qu'on appelle le bumper de Suzuki sur un one-timer. Donc, ça met la défensive sur les talons, renvoie le jeu en bas à Slavkovski qui est gaucher. Donc, on a deux palettes qui se font face et on envoie la rondelle de l'autre côté à Caulfield qui est one-timer et qui descend dans ce qu'on appelle le backdoor, donc la porte d'en arrière qui se crée du côté gauche. À un certain point, on va la pogner à twist que quand Caulfield descend, ben bon, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a comme un truc, là. C'est je descends puis je suis sur un one-timer. La saison passée, quand il était ce qu'on appelle les hash marks, c'est-à-dire le point de mise en jeu, il y a deux lignes qui vont différencier les équipes sur la mise en jeu. Donc, moi, je n'y crois pas trop qu'il va marquer du haut des cercles hash mark puis le backdoor parce que je pense que il y a peut-être des blessures. Bon, Suzuki, on va peut-être vouloir le transférer de place parce que c'est vraiment sur l'avantage numérique qu'il va faire ses buts. Là. Ce ne sera pas à 55. Il va en avoir à 55. Mais c'est plus rare. Puis quand il va avoir des blessures, c'est plus difficile. Puis il est quand même encore jeune. Moi, je pense qu'il va frôler le 40. D'après moi, il va être à 37-38. Puis ça, c'est s'il ne se blesse pas. J'ai l'impression que quand on va avoir une unité avec Hudson, Demidov, Slavkovski, Suzuki, là, tassez-vous de là parce que les buts vont vraiment pouvoir venir de partout. Puis là, on va être capable d'isoler Caulfield. Puis là, il va être capable d'en mettre une pelletée. Il va être proche. C'est pas impossible. Je serais pas surpris qu'il le fasse. Mais moi, je me suis gardé une petite gêne, comme on dit. Puis il va être proche, mais il sera pas là encore. Vous savez que l'an passé, certains parlaient d'une saison de 50 buts déjà. Donc, évidemment, les attentes ont été modérées un peu. Andrew, de ton côté, tu es d'accord avec Marc-Antoine, donc tu réponds rouge. Ouais, effectivement. En fait, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai accroché, c'est 2024-2025. Puis la simple et unique raison, on en a parlé un petit peu en début de saison, mais tu sais, l'ajout d'un Patrick Laine, là, on s'entend, il est blessé, mais ça va énormément réduire le temps de jeu quand il va revenir de Caulfield dans des zones payantes en avantage numérique, en prolongation. Puis ça, c'est les scénarios parfaits où Caulfield excelle depuis le début de sa carrière. À 5 contre 5, c'est un peu plus difficile, donc je persiste à dire que ça va être encore le cas pour cette saison-ci. Ça amène à dire que Caulfield va marquer un but aux 2 matchs dans une situation où Caulfield a de la misère à 5 contre 5. Moi, j'y crois plus ou moins. Peut-être dans quelques années, comme Marc-Antoine a soulevé avec les Demidov, les Dak, là, un peu la profondeur du futur. Peut-être le 40 buts, ça va être beaucoup plus réalisable, mais cette saison-ci, ça risque d'être pas mal plus difficile. Intéressant. De mon côté, j'y suis allé avec vert comme Hugo, donc j'ai confiance que Caulfield pourrait atteindre le plateau justement des 41 buts, donc un de plus que le 40. L'an dernier, il a eu 28 buts au cours de la saison, avait 5 buts en 19 matchs pour commencer l'année. Il y en a déjà 4 en 4. Donc, tu sais, juste si on enlève son mauvais début de saison l'an passé, il est déjà en bonne position. C'est sûr, évidemment, je sais qu'un marqueur a toujours ça vient par séquence. Ça va avoir une très bonne séquence. Ça se peut qu'après ça, pendant 7 ou 8 matchs, il n'y ait pas de but et qu'après ça reparte. Mais j'ai quand même confiance que Caulfield va pouvoir marquer davantage. Aussi, l'an dernier, on parlait beaucoup du fait que Martin Saint-Louis voulait le rendre comme un joueur complet, justement être plus
présent en zone défensive, mieux comprendre la game, comme il dit le plus souvent. Mais je crois que justement, cette année, peut-être, vu qu'on a une attente en termes, on souhaite avoir des résultats au sein de l'organisation, on va peut-être le laisser être Cole Caulfield, donc qu'il était, donc qui cherche à marquer à tout prix. Puis c'est sûr que le fait qu'il y a un aussi bon début de saison, ben, je me dis, il part déjà sur de bonnes bases et ça peut juste améliorer sa confiance tout au long de l'année pour être le joueur, le marqueur important de l'équipe. Aussi, en début de saison, si on avait posé la question, un peu comme toi, Andrew, j'aurais dit, avec l'arrivée de Patrick Laine, on va s'attendre peut-être à une production un peu plus équilibrée des deux, donc je pense qu'on va voir un peu moins de buts, mais le fait qu'il a ce temps-là pour shiner, si on veut, au début de l'année, ça va pouvoir jouer en sa faveur, selon moi, à long terme. Deuxième affirmation, je trouve intéressant justement les choix de l'équipe. Jonathan Huberdeau, qui a 5 points en 3 matchs depuis le début de la saison, aura une autre saison d'1 point par match d'ici la fin de sa carrière. Marc-Antoine. Ben, moi, j'ai dit oui parce que, écoute, il n'y a personne. C'est vide à Calgary. Donc, il va jouer avantage numérique, 3 contre 3, première ligne. Puis tranquillement, pas vite, c'est pas une équipe qui veut tanker. Donc, il amène quand même 1, 2, 3 pièces relativement intéressantes. Mais quand je dis intéressantes, c'est des joueurs, mettons, qui seraient sur un deuxième trio, mais qui là, peuvent jouer sur un premier trio. Donc là, tu sais, il y a Kadri éventuellement. Bon, il y a d'autres joueurs qui veulent amener. Donc, il va y avoir toute la glace possible. Il reste encore, puis c'est une équipe qui est ce qu'on fait un reset on the fly, là, c'est-à-dire qu'on ne teigne pas, mais en même temps, on a des bons choix au repêchage, mais c'est un addon parce qu'on ne voulait pas, mais on signe des gars, mais ils ne veulent pas trop, mais on leur donne un bon salaire, fait qu'ils viennent pareil. Donc, j'ai comme un feeling qui, au pire, il sera à 78, mais il va être proche du 82 en 82. Puis il y a quand même des joueurs offensifs qui s'en viennent aussi. Ça, c'est mon côté. Là. Je pense qu'un gars comme Zane Perek, quand il va arriver dans la nationale, c'est quand même un gars qui peut lui passer la rondelle. Moi, j'ai dit oui, justement, parce que c'est un gars talentueux. C'est une équipe qui ne veut pas tanker, fait qu'ils veulent aller chercher des joueurs, puis il va toucher à toutes les surfaces. Là. 3 contre 3 powerplay. Bon, je me répète, mais je pense qu'il en reste une. Honnêtement, peut-être même 2. C'est quand même un joueur très talentueux, là, puis on a tendance à l'oublier, puis on a beaucoup craché sur lui. Mais je pense que c'est un gars qui pensait vraiment finir sa carrière en Floride, qui a adoré jouer avec Huberdeau. Puis c'est sûr que. Avec Barkov. Ouais, Barkov, ouais. Barkov, ouais. Le seul rayon de soleil qu'il avait un peu, c'est hey, je signe un gros contrat, mais je m'en vais quand même dans du moins 40 en Alberta. Là, je veux dire, je pense que objectivement, ça ne fait pas plus rêver qu'il faut. Puis je trouve ça drôle que vous riez parce que la vérité, je pense que pour vrai, ça ne fait pas rêver grand monde. Non, c'est les Albertains font ouais, c'est pas si hot que ça. Fait que voilà. Mais fait que j'ai dit vert. Andrew. Moi, en fait, Marc-Antoine, tu lèves des points intéressants, mais moi, j'ai dit rouge, en fait, pour la simple et unique raison que c'est plus le scénario dans lequel Huberdeau se retrouve dans une équipe, comme tu l'as dit, on patche ça avec des vétérans, on amène des jeunes par-ci et par-là, on garde nos hauts choix de repêchage. On dirait que je regarde les Flames de Calgary dans la façon où on essaie de se positionner, puis ça me fait penser drôlement aux Red Wings, qu'on amène des vétérans, qu'on amène des jeunes, qu'on essaie de faire un amalgame de tout ça, qu'on essaie de jumeler ça ensemble, puis on dirait que j'y crois pas aux Flames. Même si on a des talents offensifs intéressants comme Kuzmenko, il est encore jeune, il n'est pas fini, Kuzmenko. Kadri a déjà fait une saison plus d'1 point par match avec l'Avalanche il y a quelques années. Mais Huberdeau, je crois que dans un scénario où il est dans une équipe qui n'aspire pas aux grands honneurs, où il n'y a pas de joueurs comme Barkov autour de lui, ça risque d'être probablement beaucoup plus difficile d'atteindre 1 point par match, puis même plus qu'1 point par match. Puis même là, probablement que ça va être Kadri qui va finir encore meilleur pointeur des Flames cette année comme l'année dernière. Donc moi, j'ai la misère à dire qu'Huberdeau va faire 1 point par match cette saison. J'y vais avec Rouge également. Autant je lui souhaite à Huberdeau que ça se replace après les 2 années difficiles avec les Flames. Je ne vois pas comment il pourra maintenir un rythme d'1 point par match jusqu'à la fin de l'année. Puis il faut se le dire, les Flames surprennent tout le monde en ce moment avec une fiche de 4-0-0. Personne n'aurait vu ça en début de saison. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, tout va bien, mais on va avoir des séquences difficiles. Ce n'est pas une équipe qui aspire nécessairement aux grands honneurs. Donc, j'ai l'impression que tout le monde va finir par ralentir au sein du club et Huberdeau le premier ne pourra pas maintenir ce rythme-là toute la saison. Mais ça reste que s'il peut le faire, tant mieux, je lui souhaite, mais je crois réalistement que Huberdeau ne fera pas d'autres saisons d'1 point par match, à moins peut-être d'avoir une chance ailleurs, mais là, son contrat va l'empêcher évidemment de changer d'organisation. Hugo.
Moi, je trouve qu'Andrew a souligné d'excellents points et je trouve que c'est pour ces mêmes raisons que j'ai dit vert. Je pense qu'il va faire un point par match. La seule différence, c'est un peu comme Marc l'a dit, je pense que nous, on a trouvé un rythme de croisière chez Huberdeau. Je pense que c'était quelque chose qui a pris du temps parce que c'était un grand choc de quitter la Floride, les Panthers. Mais on le sait, Huberdeau est capable de faire des saisons d'un point par match. Il l'a fait dans le passé. Et avant sa saison de 115 points, avait une saison de 92 points. C'est juste que là, il se retrouve dans une situation où il doit être le leader. Il doit être la personne qui prend les devants. Chose qui était un peu plus simple en Floride. Quand tu avais Barkov justement avec toi, c'était facile d'avoir un dynamic duo. Là, c'est un peu plus difficile. Il va avoir beaucoup de responsabilités. Mais à 31 ans, ça va être son rôle à lui de prendre les jeunes sous son aile et de les amener vers le haut. Il y a des bonnes recrues qui s'en viennent. Marc parlait de Zane Perek notamment. Mais Connor Zary m'allume beaucoup. Là, je le trouve très, très cool à voir jouer. Puis, je pense qu'il y a ce groupe-là qui va être créé par le leadership de Huberdeau qui va, lui, le pousser vers l'avant. On s'entend à 31 ans, tu t'en viens un peu vers la fin de la fenêtre de ton pic. Là. Donc, c'est important pour lui quand même de donner des bons chiffres, des bonnes chances aux Flames. On est surpris dans le début de saison. Oui, je pense qu'il va avoir un retour sur terre bientôt, mais c'est une belle opportunité pour Huberdeau d'être capable de fournir à ce pace-là parce qu'il est capable de le faire et il est en train de prouver présentement qu'on est en train de trouver un rythme et c'est lui qui le crée. Et ça, je trouve que ça va jouer en sa faveur tout au long de l'année. Très, très intéressant donc à suivre dans le cas de Jonathan Huberdeau. Anthony Mantha aussi a un bon début de saison avec les Flames. Ouais. En fait, tout le monde va bien du côté de Calgary. Donc, tant mieux pour eux si on peut avoir un peu de positif. Le prochain vert ou rouge sort un peu de l'actualité. Comme DG, je préfère construire autour d'un attaquant étoile plutôt qu'un défenseur. Andrew, tu as répondu rouge, donc tu préfères un défenseur. Oui, effectivement. En fait, puis ça, c'est une phrase qu'on entend souvent depuis des millénaires. C'est les meilleurs défensifs qui gagnent les championnats. Puis au hockey, je persiste à dire que c'est ça parce que tous les joueurs de toutes les positions doivent jouer de la défensive pour remporter. Tu sais, le gardien de but doit faire les arrêts importants. Le défenseur doit bloquer des lancers. Puis un attaquant polyvalent va aller marquer des buts, mais il doit contribuer défensivement pour non seulement aider ses défenseurs à bloquer des lancers, mais aussi aider son gardien de but à, tu sais, si mettons il ne voit pas la rondelle, à bloquer le lancer. Fait que c'est pour cette raison-là que je persiste à dire qu'une défensive, c'est beaucoup plus important que de l'offensive. Parce que si tu scores 15 buts, mais tu m'en comptes 30, mettons, si tu m'en coûtes 30, ben tu sais, ça reste que je suis moins 15 à la fin de la journée pareil, puis je ne gagne pas la game. Fait que tu sais, je persiste à dire qu'un défenseur étoile est beaucoup plus important qu'un attaquant étoile. Puis c'est drôle qu'on parle de Peterson puis Ishii, on va en revenir un peu plus tard, là, mais en fait, c'est le prochain point. Là. Mais c'est ça, tu sais, pour revenir aux défenseurs étoiles, tu sais, dans les dernières équipes qui ont gagné les Coupes Stanley, toutes les équipes qui ont gagné la Coupe avaient tous des gros défenseurs. Tu sais, Colorado avec Cale Makar, dans le temps, le prime time des Blackhawks de Chicago avec Duncan Keith, les Penguins de Pittsburgh, Christopher Le Temps, les Blues, il y avait Pietrangelo, à Vegas, il y avait encore Pietrangelo, c'est un vainqueur. Ensuite de ça, à Floride, avec Blad, bon, c'est quand même un ancien choix de premier au total quand même en 2014. Fait que tu sais, faut le dire, c'est techniquement, selon, mettons, les recruteurs à ce moment-là, c'était le meilleur de sa cohorte. Donc, tu sais, je persiste à dire qu'un défenseur étoile, c'est beaucoup plus important qu'un avant étoile. Tu sais, on pense aux Oilers, là, tu sais, qui étaient si près du but avec McDavid, Draisaitl cette année, avec un Bouchard qui commençait à éclore, qui n'est pas encore un étoile, mais va le devenir sans aucun doute. Mais tu sais, ça aussi, là, c'est une histoire. On peut considérer que Bouchard est déjà une étoile. Ouais, avec une saison quasiment de. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, tu sais, ça s'est fait quand même. L'éclosion s'est faite. Non, mais l'éclosion s'est faite quand même cette année, pareil. Là. Mais bon. Ouais, mais le statut arrive rapidement dans la Ligue nationale. C'est plus ça mon point. Écoutez, je vais prendre le nom d'Evan Bouchard en note pour qu'on en rediscute, mais je suis d'accord avec la négation de Marc-Antoine. Moi non plus, pour moi, tu le mets dans n'importe quelle autre équipe, il ne te fera pas 50 points. Mais moi, Columbus, ce gars-là, et chocolat. Mais bon, ouais, non, c'est sûr. Mais Columbus, c'est dur de performer, les gars. Tu sais, Werenski, je veux dire, mets-le ailleurs, puis c'est le même débat aussi. Oui, mais ça sera une discussion pour une autre fois parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas s'étendre sur c'est sûr. ça. Mais je le note pour la semaine prochaine.
de mon côté, j'y vais avec l'attaquant. Puis c'est drôle, un peu pour les mêmes raisons que tu disais, Andrew. Je regarde dans toutes les formations gagnantes, veux pas, tu avais un excellent attaquant. Puis je prends l'an passé en série Barkov, Ketchuk, Verhaeghe, le noyau d'attaquant était exceptionnel. De l'autre côté, tu avais McDavid, Draisaitl. Dans les années des Pingouins, tu avais Crosby. Dans les années des Blackhawks, tu avais Kane. C'est sûr, une équipe gagnante va avoir des bons attaquants, bons défenseurs. Mais j'ai l'impression qu'un attaquant peut encore plus changer la game. Je repense à quand l'Avalanche Colorado ont gagné la Coupe Stanley. Oui, Makar a été exceptionnel, mais il y a des montées à l'emporte-pièce qu'a fait McKinnon dans ces séries-là. Pouvait prendre l'équipe sur ses épaules qui m'ont impressionné. J'ai l'impression qu'un attaquant étoile, justement, on peut avoir un volet défensif. Un Patrice Bergeron, pour moi, c'est un attaquant étoile et avait un excellent apport défensif à son équipe, en plus de produire offensivement. C'est sûr, encore là, côté spectacle, on l'a un peu plus avec un attaquant aussi. J'ai l'impression peut-être rentrer en ligne de compte. Mais de mon côté, j'y vais avec un joueur offensif qui, selon moi, peut te permettre à ton équipe, surtout dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, de te rendre plus loin, même si, exemple, tu as des lacunes en arrière. Puis, je regarde les dernières équipes gagnantes de la Coupe Stanley, souvent, le noyau défensif, c'était plusieurs bons défenseurs, mais pas un défenseur qui était exceptionnel, qui amenait tout le groupe avec lui. Tandis que les équipes, justement comme les Oilers qui sont rendus en finale, n'avaient pas nécessairement une bonne défensive, mais avaient besoin d'un joueur offensif important. Ça n'empêche pas, comme je l'ai dit, que pour gagner, tu dois avoir une équipe complète. Mais si tu as le choix entre un des deux, j'irai avec l'attaquant à ce moment-là de mon côté. Hugo, tu y vas avec le défenseur comme Andrew. Ouais, puis je vais reprendre le dernier point que tu as dit. Puis je vais vous amener dans une situation particulière, les gars. Les Sénateurs de 2017. Les Sénateurs de 2017 se sont rendus en finale de l'Est face aux Penguins de Pittsburgh avec un alignement qui n'était pas nécessairement complet à l'attaque. Par contre, Erik Karlsson a été toutes ces séries-là. A été toutes ces séries-là et a fait la différence. Je comprends que c'est important d'avoir un attaquant étoile pour être capable de lancer un club. C'est des points super valides que vous amenez. Par contre, moi, je pense que c'est une situation complètement éphémère. Un défenseur étoile, c'est une pierre angulaire d'une équipe. C'est ce qui donne confiance à l'attaque, c'est ce qui donne confiance au gardien de but et c'est ce qui donne confiance au reste de la brigade défensive. Et par le fait même, oui, mettons, on reprend l'exemple d'Avalanche du Colorado. Oui, par le fait même, Nathan McKinnon a eu des superbes séries. Mais encore une fois, qui a gagné le Conn Smythe cette année-là? C'est Cale Makar. Cale Makar a été... écoute, c'est ça. Mon point est que... J'ai plein d'idées qui passent dans ma tête. J'ai de la misère à le structurer. Mon point est que un défenseur étoile est central dans une formation qui connaît du succès. Et pour bâtir autour de ça, c'est bien pour un succès à long terme comparativement à un attaquant étoile qui peut arrêter sa production du jour au lendemain et qui peut venir vraiment changer l'allure d'une équipe. Intéressant. Marc-Antoine, viens me backer donc de ton côté. Tu y vas avec Vert, un attaquant. Je vais faire une coupe de préambule. Mon joueur préféré, moi, c'est Cale Makar. Je ne suis pas stupide. Connor McDavid, il joue sur une autre planète. Là. Lui, il a été amené ici par les Martiens. Il est juste pas de la Ligue nationale n'a même pas l'air d'être la bonne ligue pour lui. Là. Tu le regardes aller et tu fais OK, il est 4 fois plus rapide, il a 5 fois plus de mains. Bon. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de formule, mais ma formule que je prendrais, c'est l'attaque. Pourquoi il n'y a pas de formule? À tous les années, on peut faire l'autopsie des équipes qui remportent la Coupe Stanley. Puis, s'ils ont un bon gardien et une bonne défensive, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une bonne attaque. S'ils ont une bonne attaque, mais un bon gardien qui ne se blesse pas, la défensive, elle peut être plus ordinaire. Puis quand l'attaque et la défensive est super, on s'en fout un peu du gardien. Écoute, Comper, c'est pas un grand gardien de but. La preuve, ils ont fait, on a gagné la Coupe, merci, bonsoir, on va prendre Georgiev maintenant. Tu peux prendre les Penguins de Pittsburgh, ils n'ont jamais eu des bonnes défensives, ils ont 3 Coupes Stanley. Tu peux prendre les Blues, qui n'ont pas une grande attaque, mais ils ont eu un gardien fumant à Bennington et une défensive extraordinaire. Donc, c'est un mélange, je te dirais, de ballon quand on fait l'autopsie. Mais moi, aujourd'hui, je miserais sur ma ligne de centre. Moi, ce n'est pas un attaquant étoile, je m'en fous de l'ailier, c'est un centre étoile. Je vais prendre un McKinnon avant de prendre un Makar, je vais prendre un McDavid avant de prendre un Makar, je vais prendre, etc., etc. Et pour moi, ce n'est pas des grandes défensives, mais c'est du grand jeu défensif qui te fait gagner des Coupes Stanley. Pour moi, c'est là la différence. Une grande défensive,
ça peut être une défensive à la Knights de Vegas, que si on enlève Pietrangelo, t'as pas mal du monde que c'est je prends la rondelle, j'ai pas d'option, je mets ça dans la baie vitrée, ça s'en va dans zone neutre, puis mes attaquants font le travail. Mon échec avant est fait par mes avants. Quand on a des jeux à faire en zone défensive, on appelle, comme box-out, c'est mettre le bâton au niveau des avant-bras, on sort le gars du jeu. Tu as juste besoin d'avoir un défenseur qui est gros et qui est lourd pour ça. Les bons alliés savent comment récupérer un rim. Tu n'as même pas besoin d'avoir une relance extraordinaire. Tu peux jouer du jeu de bûcheron avec tes défenseurs. Puis si les attaquants ont la vitesse et le talent pour compenser, ça peut fonctionner. Donc, moi, je te dirais, à l'époque, je t'aurais dit, ça te prend le grand défenseur, le Scott Niedermayer. Ça va te prendre le Chris Pronger. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te dire, ça va te prendre le McDavid, ça va te prendre le McKinnon, ça va te prendre le Jack Hughes. Même Jack Hughes, je ne suis pas sûr, mais le Barkov, certainement. Puis le Crosby. Puis, by the way, c'est tous des gars qui ont joué défensif au bon moment, à part McDavid, mais ça s'en vient. Moi, là, je vais prendre... À tous les ans, je prends McDavid. À tous les ans, je vais te le prendre parce qu'à un moment donné, ça va bien finir par arriver. Puis, ça n'arrivera pas, ben au moins, j'aurai de mon côté la plus grande tragédie de l'histoire du sport ou du hockey. Parce que les grands joueurs ont tous gagné une Coupe Stanley, à part peut-être Marcel Dionne. À part le Marcel Dionne, là, ils ont tous gagné des Coupes Stanley. Donc, c'est un peu le cheminement là, que j'ai fait, malgré le fait que j'adore les défenseurs et j'adore les défenseurs étoiles. Voilà. Très intéressant. Pour votre information, depuis 2010, les gagnants du Conn Smythe, 9 attaquants, 3 défenseurs, 3 gardiens. Quand même intéressant comme statistique. Par contre, je vous le donne, les statistiques offensives sont souvent priorisées sur les jeux défensifs. Donc, ça ne veut pas dire non plus grand-chose à ce niveau-là. On termine l'épisode avec le « Dans mon équipe ». Donc, Andrew t'en a parlé un peu tantôt. Ouais. Cette semaine, on compare Nico Hischier et Elias Pettersson, donc qui ont tous deux été repêchés en 2017. Même à un certain point, je n'étais pas certain si on l'avait déjà fait, même la comparaison entre les deux, mais qui se poursuit au fil des années. Donc, repêché en 2017, premier, 5e choix au total, Pettersson a gagné le Calder de son côté. Quand on regarde au niveau des points avantage Pettersson, aussi, à ma surprise, le différentiel est aussi très, très fortement à l'avantage d'Elias Pettersson. Évidemment, la dernière saison a beaucoup aidé avec la saison extraordinaire des Canucks. Et en séries éliminatoires, bon, petite coquille, Hischier devrait être indiqué à la place du nom de Reinhart, qui était notre choix de la semaine passée. Mais en termes de points, avantage Pettersson aussi. Le double de matchs de jouer et encore une fois, avantage différentiel pour Pettersson. Évidemment, encore une fois, on a gagné des rondes du côté des Canucks dans les dernières années, donc on a un petit avantage de ce côté-là. Mais qui choisissez-vous entre les deux? Et je commence avec toi, Hugo. Moi, j'ai décidé de prendre Nico Hischier pour un point que Marc a amené dans le dernier argumentaire. C'est important d'avoir un bon joueur qui est capable de jouer des deux côtés de la patinoire. On parlait d'Alexander Barkov. Je ne dis pas que Nico Hischier, c'est Alexander Barkov, mais je trouve qu'il joue dans un moule d'Alexander Barkov. Et ça, pour se rendre loin en séries éliminatoires et pour construire un club, c'est super important parce que une notion défensive, mais l'apport offensif sont vraiment bien caractérisés dans ce type de joueur-là. Et Nico Hischier, au moment où on lui a remis le C des Devils, ça a été le plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue nationale. Et je trouve que l'impact qu'il a depuis son arrivée au New Jersey est très, très, très important. Si on enlève tout le facteur but, le facteur rapport offensif d'Elias Pettersson, je pense que l'impact que Nico Hischier peut avoir dans une chambre, mais aussi dans une franchise, est beaucoup plus important que celui d'Elias Pettersson. Je vais y aller de mon côté puisque je suis le seul qui a pris Elias Pettersson dans mes choix. Par contre, Marc-Antoine a aussi une petite hésitation dans ce qu'il m'a envoyé, donc tu nous la présenteras par la suite. Mais de mon côté, je choisis Pettersson. J'ai fait l'exercice dans ma tête, je me suis dit, j'inverse les deux joueurs d'équipe. Lequel performe toujours aussi bien et peut-être même mieux? Et je me dis, c'est peut-être Elias Pettersson. J'ai l'impression que Nico Hischier est un excellent joueur. Comme tu l'as dit, Hugo, entre les deux, le plus complet, probablement. Hischier, même au niveau défensif, va pouvoir apporter plus. Un centre beaucoup plus responsable. Et même au niveau du leadership, intéressant. Mais c'est sûr qu'il est dans une organisation qui compte aussi sur Jack Hughes. Et en termes de joueurs élites entre les deux, je vois davantage Pettersson pouvoir offrir plus à une équipe qui n'aurait pas, exemple, ce luxe-là d'avoir un Jack Hughes. Évidemment, en ce moment, du côté des Canucks, on a quand même une certaine profondeur, mais ça reste quand même que Pettersson a toujours produit à un haut niveau offensivement depuis son arrivée dans la Ligue.
Et je crois justement que c'est un joueur élite dans la Ligue nationale, peut-être un peu plus que Nico Hischier, qui reste quand même un excellent deuxième et même un premier, je dirais peut-être premier B, un peu à la Nick Suzuki qu'on parle depuis plusieurs années. Là, un très bon joueur, mais quand même un petit niveau en dessous de Pettersson. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec le joueur des Canucks. Marc-Antoine, je vais te laisser y aller avec ton choix qui était Nico Hischier aussi. Ouais, ben écoute, c'est parce que, tu sais, dans mon équipe, moi, je peux pas, tu sais, on compare Hischier, qui est un deuxième centre, à Pettersson, qui est un premier centre. On compare un gars de 100 points à un gars qui en fait 70. C'est sûr que je prendrais Pettersson. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un salaire de 7 ans Hischier à 7,75 versus 8 fois 11,6. Puis en série, Pettersson, quand on a besoin de lui, il se présente pas puis il fait du boubou. Fait que c'est sûr que moi, avoir une équipe, tu me donnes le choix d'avoir Hischier, deuxième centre, avec un salaire relativement très raisonnable à 7,75, qui joue des deux bords de la patinoire, puis que quand ça va bien, il est capable de faire 80 points, ben je vais te le prendre avant l'attaquant, que moi, personnellement, je trouve qu'il y a des grosses lacunes défensives, Pettersson, puis qu'on ne sait jamais. Là, sa production une année, des fois, c'est 80, puis des fois, c'est 100. Fait que je te dirais, écoute, je vais prendre Hischier, donne-moi-les, puis je vais me trouver un premier centre que je préfère à Hischier, parce que pour moi, c'est pas un premier centre, Nico Hischier. C'est un deuxième centre merveilleux, par contre. T'sais, écoute, derrière Jack Hughes, il n'y a pas mieux, là, je pense. Là, je veux dire, quand j'ai vu, quand tu regardes l'alignement, puis tu regardes ces deux-là, un à l'arrière de l'autre, tu fais « Wow, c'est absolument extraordinaire ». Et la meilleure saison d'Hischier, c'est quand il jouait derrière Jack Hughes. Pas quand il a remplacé Jack Hughes, quand il jouait avec Jack Hughes sur l'avantage numérique. C'est ça aussi la beauté d'avoir deux centres, c'est qu'ils peuvent les deux jouer sur ton avantage numérique numéro 1. Donc, je te dirais, le rapport, moi, j'ai travaillé plus par rapport qualité-prix et Hischier m'offre personnellement un meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est sûr que si tu me dis que c'est pour mon pool, mon fantasy pool, moi, Pettersson, là, il donne un meilleur spectacle selon moi. Sûr. Il y a tout il y a une paire de mains renversantes. C'est un gars qui va se retrouver à tous les semaines dans les jeux de la semaine. Puis, c'est un joueur absolument le fun d'avoir joué. Là, il est impressionnant quand même, là, Elias. Mais voilà, j'ai dû trancher, faire la job sale de trancher. Voilà. Et si je t'enlève le salaire de l'équation? Mais Elias Pettersson, c'est bien plate, mais c'est pas un centre qui te fait gagner en série, mais c'est un premier centre pareil. Je veux dire, imagine si c'est ton deuxième centre. Moi, j'ai le goût de savoir le nom de ton premier centre parce qu'il doit être bon en tabarouette. Là. Je veux dire, il reste plus grand joueur au-dessus de lui. Là. Donc, si c'était pas une question de salaire, ben, donne-moi le meilleur. Donne-moi le meilleur, je vais te prendre Pettersson, moi. Puis mon premier centre, ce sera Barkov. Il va jouer dans le centre de la patinoire. Puis mon deuxième centre, il fera bien des points. Puis au pire, je le mettrai à l'aile rendu là. Mais tu vas me dire de quoi? Si ces deux-là sont dans mon équipe, j'ai des bonnes chances de me rendre loin en série. Ça, c'est clair. Ça. Andrew, tu y vas aussi avec Nico Hischier. Oui, effectivement. Puis Hugo et Marc-Antoine soulevaient des points très intéressants. Puis c'est là où je voulais en venir, justement, qu'en série, c'est là que ça compte. C'est là que tu as besoin de tes éléments clés. Puis moi aussi, je vois Hischier comme un deuxième centre. Je ne le vois pas comme un premier centre. Puis moi, il y a une statistique qui m'a frappé, honnêtement, dans les statistiques de Hischier, Pettersson. Puis je vais même rajouter le nom de JT Miller parce que ça va certainement surprendre certains d'entre vous. Mais Pettersson a une saison compteur de 100 points. Puis sa saison compteur de 100 points, il y a juste eu un différentiel de plus 16. Généralement, quand tu fais des saisons de 100 points, c'est facile d'accumuler un haut différentiel parce que tu es sur la patinoire quand ton équipe compte. Tu sais, pas juste les buts, c'est aussi les mentions d'aide. Pettersson, dans une saison de 100 points, a simplement eu un différentiel de plus 16. Ça, c'est quand même assez surprenant. Ça veut dire que le gars est souvent sur la patinoire, oui, quand tu marques des buts, mais il est souvent aussi sur la patinoire quand tu te fais compter un but. Puis ça, si je compare à Nico Hischier, qui, pour la même saison que Elias Pettersson, a un différentiel de plus 33, mais une moyenne d'1 point par match. J'aime quasiment mieux quelqu'un qui me fait 1 point par match qu'un gars qui est beaucoup plus efficace défensivement, qui ne va pas me coûter trop cher dans ma zone, qu'un gars qui va me coûter plus cher, mais qui va te rajouter au final peut-être 20 maigres points dans une saison de 82 matchs. Puis en séries éliminatoires, comme Marc-Antoine l'a si bien dit, Pettersson est effacé, alors qu'Hischier est beaucoup plus présent, dans un rôle beaucoup plus attaquant, polyvalent. C'est peut-être pas le gars qui va faire les highlights comme Marc-Antoine a dit, mais c'est un gars que tu prends certainement dans ton équipe au détriment de Pettersson pour cette raison-là. Fait que moi, j'y vais avec Hischier pour cette raison-là. Très intéressant, messieurs, donc ce débat entre Nico Hischier et Elias Pettersson.